et nous avons eu le plaisir d'accueillir un préparateur mental et un ancien sportif de haut niveau, notre ultime invité. Il combine ces deux profils. Un immense merci à Steve Savidan, ex-international français de football, d'être parmi nous. Bonjour Steve. Bonjour. Alors Steve, vous êtes hyper actif dans la vie, un peu comme vous l'étiez quand vous étiez footballeur. Vous postez régulièrement sur les réseaux sociaux avec le hashtag toujours au taquet. C'est un peu votre philosophie de vie. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Alors, je me suis spécialisé dans la préparation mentale, dans l'accompagnement de sportifs et d'actifs. Et j'insiste bien d'actifs ou d'actives, bien sûr. Et j'y ai trouvé beaucoup de sens, en fait, à développer justement et à structurer ces compétences qui m'ont servi en finale, sans le savoir, tout au long de ma carrière, qui m'ont servi aussi pendant ma carrière aussi de reconversion dans l'entrepreneuriat. Et j'ai mixé un peu tout ça, je me suis formé et aujourd'hui, je propose mes services à l'accompagnement justement de sportifs ou d'actifs. Avec vraiment une activité de coaching mental. Et c'est pourquoi vous avez choisi celle-ci. Vous auriez pu aussi choisir tout un tas d'autres voies. Celle-ci vous tenait particulièrement à cœur, encore plus que les autres? Bah, en fait, elle a trouvé tout son sens à partir du moment où je suis toujours un peu à la recherche, pas de la perfection, mais de savoir sur quel point je suis le plus compétent et le plus où il y a le plus de sens. Et donc après être parti de d'Arcachon où j'ai entraîné pendant 1 an et demi, c'est vrai que j'étais à la recherche un petit peu de mieux faire et comment. Et je me suis rapproché de l'organisme de formation avec lequel je travaille aujourd'hui, les nouvelles formations, qui proposent la seule formation certifiante de tout sport. Et donc, je l'ai suivi. Et puis, j'y ai trouvé énormément de sens. Et donc, derrière, moi, j'ai enclenché ma réflexion à ce que j'avais appris pendant cette formation, comment c'était structuré, et puis un peu faire un peu feedback sur mes deux carrières qui sont le côté joueur de foot sportif et entrepreneuriat parce que j'ai eu 2 restaurants, donc j'ai eu 2 entreprises. J'ai travaillé à la télé en tant que consultant. Et en fait, ça avait tout son sens. En fait, c'est devenu comme une évidence à ce que j'accompagne les personnes à développer justement ce côté mental, à l'améliorer au quotidien. Alors, j'ai 2 axes. Le côté coaching sportif, où j'ai pas la prétention d'être un coach de fitness, ni un professeur de PS ou de STAPS. Mais en tout cas, ma carrière de sportif de haut niveau m'a permis d'avoir ce côté professionnel en disant je sais ce qu'il y a à faire et surtout je sais ce qu'il n'y a pas à faire en termes de posture et d'activité. Et la deuxième partie, c'est l'accompagnement mental. Et c'est là, au travers des séances sportives, où j'arrive à délivrer certains messages en termes d'objectifs, en termes de motivation, en termes d'imagerie mentale, de visualisation. On arrive à avoir ces 2 axes. Donc ça, c'est sur la partie sportive. Et sur la partie mentale, sur l'accompagnement, j'ai 2 axes forts avec lesquels je travaille. Alors, pardon, 3, mais c'est une résultante du premier, d'un fondamental. C'est le sens fondamental, en fait, de l'activité sportive ou de l'activité professionnelle. Pourquoi je fais ça? Une fois que j'ai établi, en fait, ce sens fondamental, je peux orienter la personne, dans un accompagnement qui sera plus, plus principal sur les motivations ou sur les objectifs. La force de votre programme, Steve, c'est que vous vous adressez à des sportifs de haut niveau, mais aussi amateurs, et aussi finalement à quelqu'un de lambda qui a vraiment un besoin. C'est ça, hein, vous captez vraiment tout le public. Hein. Alors, sur le sportif ou sur l'accompagnement Sur l'accompagnement mental. Alors, je suis une énigme pour toutes les agences de communication en web marketing qui parlent de funnel de vente, de tunnel de vente, de création de persona, de cibles. En fait, je pense que pour un produit très spécifique, il faut avoir un persona, une sorte d'avatar ou une cible professionnelle, cible commerciale. La particularité de l'accompagnement sportif et de l'accompagnement mental, bah, on se rend compte, et puis avec l'année qu'on vient de vivre, bah, on se rend compte que c'est une obligation en fait de voir un spectre un peu plus large en termes pas d'offres, mais en tout cas de cibles potentielles. Parce que le public auquel on s'adresse aujourd'hui au travers du live,
ça va être voilà des jeunes étudiants, des étudiants, STAPS, première, deuxième, je crois que c'est un cycle de 3 ans, je crois, de mémoire. Ouais, De mémoire. Donc en fait, ils vont être dans les métiers du sport. Alors les métiers du sport, où quand on est sportif, il y a trois angles, excusez-moi pour la liaison, il y a 3 angles qui sont obligatoires dans l'apprentissage ou dans la transmission. Et peu importe le sport. On va parler de la technique, et là c'est quelque chose de fondamental dans la transmission, en fonction de la pratique. Il y a le physique à développer, et puis il y a le sens tactique. Donc n'importe quel sport, qu'il soit individuel ou collectif, il y a toujours un sens tactique. On peut très bien faire un marathon, il faut avoir une tactique. Voilà, on ne peut pas courir 42 km comme ça, pleine balle. Bah non, il y a des étapes, on parle du mur des 30 km, on parle de ces 7 premiers kilomètres, ça dépend si c'est une grosse fréquence, voilà. Donc en fait, il y a toujours eu cette résultante de ces 3 piliers, et puis on n'a rien été voir ailleurs. Sauf qu'on se fait le constat, et ça c'est unanime et c'est intergénérationnel, et peu importe la pratique, on connaît tous un sportif ou une sportive qui a tout. Et on regarde, on est plusieurs observateurs et on dit, mais il a tout. Et on le revoit 3 ans après, 4 ans après, ah ouais, mais il a échoué, il a abandonné. Bah ouais, il lui manquait le mental. Pardon? Comment peut-on faire, et c'est ça que je développe, comment peut-on faire un constat unanime et qu'on dise tous la même chose? Il avait tout, mais il lui a manqué le mental. Et donc, je suis un peu habité quand je le dis, mais c'est vrai parce que moi, j'aurais pu passer à côté de la carrière que j'ai faite. J'ai des amis qui sont passés à côté de la carrière qu'ils auraient pu faire parce qu'ils n'avaient pas le mental. Ah ouais. Mais moi, je vous donne des exemples dans ma pratique de sportifs de haut niveau, des footballeurs, qui sont pas meilleurs que les autres, qui ont été même moins bons que d'autres en formation. Mais ils ont développé quelque chose que les autres n'avaient pas. Bah donc, ça, c'est le mental. Et pour moi, le pilier fondamental d'une pratique sportive, quelle qu'elle soit d'un haut niveau ou d'un niveau intermédiaire, ou même médian, ou même très bas, en termes d'activité, bah c'est le mental. Quand il pleut, quand il fait froid, mais je sais que je dois aller courir, qu'est-ce qui me fait aller courir? Bah c'est pas, bah c'est ma motivation, c'est mon mental, c'est mes objectifs, c'est ça. Donc en fait, l'année 2020, je trouve, hein, pour avoir participé à beaucoup de conférences là-dessus, l'année 2020, elle est en fait extraordinaire. L'année 2020 nous montre que au final, on peut faire énormément de choses. Et si on n'a pas le mental de s'accrocher, de se dépasser, alors je ne suis pas partisan de dire de sortir de sa zone de confort, mais plutôt de l'augmenter, parce que moi j'aime bien la vie que j'ai, je veux simplement l'augmenter, simplement. Là, c'est déjà pas mal. Et ben en fait, on se rend compte que l'année 2020, pardon, c'est l'année de la prise de conscience que le mental doit être plus fort que tout. Donc je suis très optimiste. Et donc là, je parle à des étudiants qui vont transmettre leur passion du sport. L'année 2021, pour moi, sera l'année de la préparation mentale. Et on le voit à tous les niveaux, même dans les plus grands clubs, etc. C'est un métier qui était relativement abstrait il y a encore 5 ou 6 ans. On en a de plus en plus. Et justement, vous, Steve, durant votre carrière, vous avez eu accès à un préparateur mental, soit au niveau collectif dans vos clubs, ou soit parce que vous aviez fait la démarche, ou c'est un manque que vous avez eu justement? Alors, c'est un petit peu de tout ça. Moi, je suis un joueur, on va dire, fin des années 90, des années 2000, en tout cas le cœur de ma carrière. En France, comme souvent, on est un petit peu en retard ou on réagit. C'est pas grave, c'est comme ça. On a mis très longtemps dans les années 70, les 80, à admettre que l'entraîneur n'avait pas une compétence globale en termes de physique, de développement des qualités physiques. Donc au final, l'entraîneur, qui était en général ancien sportif, et peu importe la pratique, bah, transmettait avec son expérience et son vécu. Très bien. Fin des années 90, on a commencé à avoir un nouveau métier qui est arrivé de l'Italie sur le préparateur, et surtout des pays de l'Est, le préparateur physique. OK. Année 2000, connexion avec les pays anglo-saxons, on a eu des coachs en nutrition. Parce qu'on s'est rendu compte que la machine pouvait bien, mais si le carburant était pas bon, ça coince. Donc là, ça s'est arrivé. Année 2010, on a commencé à avoir une troisième particularité, c'était la data. Et ça, c'est arrivé aussi des pays anglo-saxons et aussi des pays asiatiques, où on s'est rendu compte
que un joueur qui court longtemps, vite, c'est bien. Mais si on pouvait savoir combien de temps il court longtemps et combien de fois il fait les efforts à haute intensité, ses déplacements. Donc là, on était sur les GPS, on était sur les pulsations cardiaques. Très bien. Mais en fait, tout ça, on se dit, bah, le coach, c'est lui qui génère tout ça par rapport à son vécu et son expérience. C'est en général un ancien sportif qui a pratiqué à un certain niveau, qui a réfléchi autour de sa pratique. Très bien. Mais moi, je peux vous le dire aujourd'hui, pour avoir des coachs aujourd'hui en formation, et je le dis que j'accompagne aussi au quotidien, ont une nouvelle réflexion. C'est de se dire, alors je vais ne pas devenir un expert, un psychologue du sport, un préparateur physique, mais comme mon préparateur physique, ou comme mon responsable analyste vidéo, ou comme le nutritionniste des joueurs, si j'en ai pas une connaissance de la préparation mentale, dans ses fondamentaux, à la limite de façon très partielle, comment je vais pouvoir faire une commande particulière à cet adjoint spécifique? Non. La confiance n'empêche pas le contrôle. Donc moi, je milite pour que les coachs se forment et s'ils ne veulent pas se former dans l'absolu, ils n'ont rien compris. Et je parle d'entraîneurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 que j'ai en tant qu'ami et que j'ai régulièrement au téléphone. Exemple plus concret, c'était un ami que j'avais ces dernières semaines et puis on discute. Voilà. Puis on discute. Puis je dis, ouais, mais tiens, tel joueur, comment ça se fait qu'il a débloqué son compteur but? Bah, il dit, ouais, tu sais, il a super bien travaillé, il était sur un cycle très bon à l'entraînement, super et tout. Ouais, je dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a eu autour de sa vie? Voilà. Pas de réponse. Il savait pas lui-même. Il savait pas lui-même. Mais en fait, mais j'y en veux pas. Parce que lui, en tant qu'entraîneur, et qui est un très bon entraîneur en plus, c'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est un très bon entraîneur, vit que sur son vécu et son expérience dans sa transmission. Donc, c'est de se dire, est-ce que je prends des joueurs qui me ressemblent que moi en tant que quand j'étais joueur, ou dans mes différentes expériences, bonnes ou pas bonnes, d'entraîneur, ou je prends des profils qui correspondent, et là, c'est un mouvement qui arrive un peu des États-Unis, de coachabilité. Donc, le coach doit faire une analyse personnelle. Comment j'entraîne? Quelles sont mes compétences dans l'entraînement, dans la transmission? Mais ça, au final, on est sur un diagnostic mental, sur un scan mental. Et on va aller encore plus loin. Dans le recrutement, pareil, quand on recrute des joueurs, on se dit, ouais, mais l'entraîneur reste très peu de temps dans un club. Ok. Mais fondamentalement, les valeurs du club, elles sont identiques. Donc, on pourrait aller encore plus loin, proposer comme une RH dans n'importe quelle grande entreprise. Et là, je fais juste une petite parenthèse. Je travaille avec des gros groupes sur la RH. Ça n'a rien à voir au départ. C'est du recrutement. Mais ils ont compris qu'en scannant mentalement certains profils, bah, ils réduisaient la part d'inconnus. Bah, on pourrait peut-être proposer que les clubs de foot demain professionnels bah, puissent scanner éventuellement différentes recrues et au final, ils choisissent le plus petit, le moins bon à un instant T, mais par contre, qu'ils se rendent compte que mentalement, c'est un gars, si on lui propose des objectifs, une certaine degré de motivation, une confiance en soi, et ben ce joueur-là, avec ma méthode d'entraînement et ma méthode de coachabilité, et ben on va l'emmener plus haut. Donc voilà un petit peu, on essaye d'être assez précis aujourd'hui là-dedans. Précis tout en étant large finalement. Et Steve, moi j'ai eu le plaisir de vous découvrir à Le Bon. J'étais encore un ado, un collégien. Je vous ai évidemment suivi après tout au long de votre carrière. En tant que spectateur, lorsqu'on voyait jouer Steve Savidan sur les terrains, on avait vraiment l'impression d'avoir un sportif épanoui et surtout avec zéro pression. C'est en tous les cas ce qui ressortait au niveau de la télé ou même lorsqu'on était en réel. Zéro pression, on parle là aussi de mental finalement, de cette faculté d'absorber une éventuelle pression. Est-ce que c'était le cas, vous? Est-ce que tout au long de votre carrière, vous avez réussi justement à faire abstraction de tous ces petits blocages psychologiques? Alors j'ai eu la chance déjà d'être accompagné au final pas par un préparateur mental, mais par des coachs
Qui avait ces qui facultés-là. avait cette fibre. Voilà, Ouais. qui avait cette fibre. J'ai aussi la chance d'être accompagné, d'avoir été accompagné par mon épouse et qui l'est toujours, qui m'accompagne toujours. Donc je pense que c'est elle qui est psychologue plus que moi qui ne le suis pas. Mais en fait, on se rend compte que c'est assez précis, le sport, c'est assez précis. C'est de savoir donc pourquoi je le fais. Donc là, on est sur le sens fondamental. C'est est-ce que j'arrive à décrocher de ma vie globale, familiale, professionnelle, quand je passe la porte ou le portail du stade, ou quand je prépare mon sac, ou quand je rentre dans le vestiaire, ou quand je rentre sur le terrain, ou après l'échauffement. Et ben en fait tout ça, on est tous différents. On est tous différents. Il y a autant de façons de coacher que de cerveaux et de sportifs. Je crois, j'en suis pratiquement même persuadé, qu'il faut avoir une matrice générale, voilà, un pacte. Et dans ce pacte, une sorte de cadre de vie commun, on en parle souvent de cadre de vie commun. Il y a des particularités, des sensibilités différentes. Bah, il faut, et c'est un peu le rôle d'un coach, hein, c'est un peu ça. On est un manager de groupe, un manager d'hommes, de femmes. Bah, on essaye que tout le monde, parce que c'est pas facile, on essaye que tout le monde soit calibré, synchronisé au même moment du même instant. Donc là, on parle de l'entraînement. Mais quand on arrive à se dire, prépare-toi ou tu joues comme tu t'entraînes, tu joues comme tu te prépares, et bien justement, si tu t'es bien entraîné, est-ce que tu es sûr de gagner? C'est pas une certitude. Et justement, c'est là la connue un petit peu de notre pratique. C'est qu'il faut être honnête en fait. C'est que moi, je te promets pas d'être victorieux. Je te promets d'avoir le plus de chances possible, de mettre le plus d'éléments possible pour que tu puisses gagner. Mais c'est beaucoup de paramètres. Et je suis en train d'écrire justement un truc là-dessus. C'est la différence entre le sportif et l'athlète. Oui. Bah, le sportif participe. Voilà, il participe. Exemple, marathon, course à pied, compétition même collective. Il participe. Son objectif n'est pas spécialement de gagner la première place, un classement, c'est de finir. OK. Mais la transformation, elle est sur l'athlète. L'athlète, déjà pour lui, le minimum, c'est de finir. Le deuxième objectif, c'est d'être classé. Et le troisième, le plus haut possible. D'améliorer son chrono. Donc en fait, quand on fait cette différence, c'est de se dire, un prépa mental aujourd'hui t'accompagne, si tu es sportif, à être athlète. Moi, j'accompagne plus des sportifs à finir une course, à participer à cette course. Moi, je les accompagne à ce qu'ils finissent la course et qu'ils se créent un objectif dans cette course. Voilà. Avant d'arriver au sommet, Steve, vous avez aussi connu la galère. Hein. Vous bossiez à Angers. Vous avez été un club où vous avez été formé d'ailleurs à Angers. Vous êtes passé par Châteauroux, Beauvais, avec plus ou moins de réussite avant de venir faire un petit séjour du côté d'Angoulême. Ça a été très compliqué, notamment ce début de carrière. vous avez toujours cru en vous, finalement, même dans les moments difficiles où vous subissiez un petit peu aussi tout ce qui pouvait se passer? Bah, en fait, alors quand on arrive au sommet, il faut toujours se dire, il nous reste la moitié du chemin. Déjà, il faut se dire ça, parce que souvent on se dit, ouais, le sommet, le chemin, ok, ça c'est à l'aller. Et quand on arrive au sommet, il reste la moitié du chemin, il faut redescendre. Ma première partie de carrière, elle n'a pas été faite de réussite. J'ai réussi à me l'expliquer parce que j'ai pas fait de centre de formation. Ouais. Donc au final, mes premières années de carrière pro ont été le centre de formation peut-être que je n'avais pas fait, avec justement ces échecs, ces réussites ponctuelles, et puis ce questionnement à 23, 24 ans, est-ce que c'est fait pour moi? Exactement comme un gamin qui sort de catégorie, donc dans le foot, vers 18, 19 ans. Voilà, est-ce que c'est fait pour lui? Il a des blocages, il n'y arrive pas, voilà. Donc ça a été un petit peu ça.
Et je me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai fait des choix incroyables. Devenir à Angoulême, par exemple, ça a été un choix. Ça a été un choix. Les gens n'arrivent pas à remettre ça en situation aujourd'hui, mais ça a été un choix inconsidéré et incompris même par mon agent. Ça a été salaire, j'ai divisé par deux, mais c'était un choix que je sentais. Je le sentais. Pas forcément dans la réussite, mais je sentais que c'était bien pour moi. Un tremplin, quoi. Non, même pas. C'était bien pour moi. Voilà. J'allais prendre du plaisir. Et en prenant ce plaisir, en reprenant ce plaisir, eh ben, c'est là où tout est parti. Oui, parce que le plaisir sportif, finalement, c'est une saison où vous cartonnez, hein, vous êtes élu meilleur joueur de National, si je dis pas de bêtises. Malgré tout, le contexte interne est un peu compliqué, 3 ou 4 coachs dans la saison, un contexte financier délicat, une relégation en CFA. Et c'est là où vous avez le coup de fil de Daniel Leclerc, hein, le druide, c'est ce grand homme du foot qui vous propose le projet valenciennois. Alors là encore, on parle pas de lumière, mais d'ombre, hein, puisqu'à l'époque où vous vous engagez à Valenciennes, si je dis pas de bêtises, ils évoluent encore en national, hein. Et puis petit à petit, la légende se fait. Steve Savidan devient Savigol. Ça a été une étape importante, cette étape valenciennoise, tant au niveau du sportif, mais aussi mental. C'est là où vous êtes vraiment épanoui. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes, d'intellectuels qui disent, ils ont fait un petit cahier là que j'ai lu, la lettre à mon professeur. En fait, j'ai pas eu la chance ou l'opportunité d'avoir un cursus scolaire très épanoui, très long, très précis, voilà, ok, très structuré. J'aurais voulu avoir ou rencontrer ce professeur qui m'aurait marqué toute ma vie. J'ai pas eu cette opportunité. D'accord. Bah aujourd'hui, je pourrais bien rentrer dans ce livre, dans ces petits feuillets, en disant lettre à mon coach. Parce que le professeur scolaire que je n'ai pas rencontré, en fait, j'ai rencontré un professeur de vie, un coach qui s'appelle Daniel Leclerc. Alors j'en ai rencontré plein avant, mais lui, excusez-moi l'expression, merde. Quel bonhomme, quoi. Quel bonhomme. Qu'alternait la force, les côtés arrondis, voilà, il y avait vraiment un gros personnage, un super personnage. Et il m'a compris. Il m'a compris au final. C'était pas un entraîneur qui apprenait le football. Il avait ses adjoints pour ça. Et en fait, je reviens à la première partie de notre discussion. C'est qu'un entraîneur d'un certain niveau, est-ce qu'il est là pour apprendre, on parle de certains niveaux professionnels, est-ce qu'il est là pour apprendre la technique de passe, la technique de course, la finesse tactique? Je dis bien, et encore ça je la garde un petit peu pour l'entraîneur. Mais franchement, l'entraîneur, il est là il est là dans l'optimisation de ses joueurs pour qu'ils soient le synchro possible. Alors, s'ils ont cette fibre mentale, c'est très bien. S'ils ne l'ont pas, ça coince. Il y a un reportage sur vous qui dit, lorsque vous allez à Valenciennes, quand vous posez la question du joueur qui a marqué le club, le premier nom qui ressort, c'est Steve Savidan. Alors, je sais que vous êtes humble, donc vous n'allez pas abonder dans ce sens. Si. Mais c'est une réalité, et il y a aussi vos valeurs humaines, hein, qui ont marqué votre carrière. Moi, il y a une image qui m'avait marqué, c'était, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, vous aviez un caleçon Superman, vous aviez baissé votre short avec un caleçon Superman. Ouais. Et en fait, quand on réfléchit à cette symbolique, on peut dire super-héros, le mec a le boulard. En fait, pas du tout. On a vraiment l'impression finalement que ça caractérise cet homme ce joueur de foot parti de rien, ou tout du moins de pas grand-chose, qui atteint la lumière, et presque finalement qui se dédouane encore une nouvelle fois de toute pression, qui vit les choses et qui se dit c'est plutôt très positif, mais je veux pas me prendre la tête, et finalement ce parcours, oui, il est chouette, mais on va quand même rester aussi dans l'humour de cette réussite-là, et c'est un peu ça, hein, qui vous caractérise. Vous avez toujours voulu rester un peu en retrait, quoi. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer de superbes personnes, et j'aime bien cette expression qui résume un petit peu ce que je fais ou ce que j'ai fait. C'est en fait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors, honnêtement, quand j'ai entendu la première fois cette citation, cette phrase, je me suis dit mais en fait, mais merde, mais quel temps perdu! Quel temps perdu, quelle opportunité pas saisie, pas aboutie, quel projet non concrétisé. Pourquoi?
Parce que j'ai voulu, à un moment donné, peut-être endosser un costume, endosser un intellect ponctuel et circonstanciel. Oh, c'est bon, quoi, on va se détendre. Non, mais on va se détendre. Faire les choses sérieusement sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux. Qui on est pour se prendre autant au sérieux? Bah, moi, franchement, je sais pas. Et surtout dans la période qu'on vit aujourd'hui, moi, je suis désolé, je me limite à mes compétences, à mon expertise. Ouais. Est-ce que ça vaut de se prendre la tête? Est-ce que ça vaut de se prendre au sérieux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? De plus en plus que j'avance, je me rends compte que on peut vraiment bien faire les choses. Après, je comprends aussi, par exemple, on me dit, Steve, putain, tu crées de l'instabilité. Tu as beaucoup de projets, ça avance, ça bouillonne et tout, machin. Ok. Donc l'instabilité, ça voudrait dire que je fais tout et n'importe quoi. Ok, d'accord. Okay. Maintenant, on va considérer un autre angle d'attaque et on va se dire que l'instabilité, en fait, c'est du mouvement. Et bien, si on est en mouvement, bah voilà, ça veut dire que je bouge, j'avance, des fois je recule, je vais sur le côté, je me trompe, je réussis. Bah pour moi, je défends l'instabilité. Je défends la stabilité. Il faut être en mouvement. On se rend bien compte, encore plus, j'insiste là-dessus, sur la période qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde part dans des reconversions, change, prennent du recul. Bah ouais, moi je prends du recul, c'est pour mieux sauter, hein. Prendre de l'élan. Ouais, c'est un petit peu. Moi, je trouve que c'est une période, je la vois super positive, super incroyable. Ouais, pleine d'instructions. Et puis c'est votre caractère aussi qui voit le verre à moitié plein et non à moitié vide aussi sans doute. Steve, on va parler des années montagnes russes, si on peut les appeler comme ça, ces années 2008-2009. Vous êtes à Caen, vous inscrivez 16 buts dans la saison avec Caen, ce qui n'empêche pas le club d'être relégué en Ligue 2. Mais le premier point d'orgue de cette longue saison, c'est le 19 novembre 2008, puisque vous êtes appelé pour la première fois en équipe de France par Raymond Domenech. C'est votre première sélection, puisque vous entrez en seconde période à la place de Nicolas Anelka. Et là, c'est un Steve Savidan qui apparaît sur la pelouse du Stade de France, affamé, déterminé, presque comme un gamin finalement qui arriverait avec cette sucette parce que vous tentez tout et vous avez cette rage. Comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes au moment où Raymond Domenech vous dit ça y est, c'est la première et tu vas rentrer pour ta première sélection? Alors là, je me suis auto-préparé. C'est déjà quand je parle dans ma carrière que je m'étais pas forcément intéressé à la PM, à la préparation mentale. Ouais. Déjà en 2008, 2007, c'est des choses qui m'intéressent. Voilà, ça m'intéresse. Je m'intéresse à la PNL, je m'intéresse à. J'essaye voilà de cultiver, de bouger un peu mon intellect et de réfléchir un petit peu. Voilà, au mieux être, au mieux savoir être et savoir faire. Je commence à avoir des réflexions. J'ai des enfants qui grandissent. J'ai une carrière qui avance. J'ai des choix. Et je me dis, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu es, parce qu'il faut rappeler quand même le cursus, je n'ai jamais été en équipe de France de jeune. Et j'ai 30 ans. C'est vrai. Et je joue avec des mecs qui sont pratiquement mes concurrents, mais qui sont de la même génération que moi. Thierry Anelka, Trezeguet, Henry, 77-78, c'est des mecs qui ont la même génération que moi, sauf que moi, je les voyais là-haut, quoi. Et ils ont toujours été là-haut. Donc, en fait, il y avait deux possibilités. C'était soit d'être spectateur ou d'être acteur et de vivre pas pleinement, comme tu le disais, mais bon, c'est pas problème. C'est comme si c'était une récompense. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis désolé, quoi. Moi, c'est pas un cadeau qu'on me fait, moi. T'as été la Moi, chercher. ouais, j'ai été la chercher. Et si elle s'était pas produite, pardon, c'est pas que ça aurait changé fondamentalement ma vie. C'est qu'elle s'est produite, ça a changé fondamentalement ma vie. Et en fait, c'est soit t'es acteur et t'es spectateur. Et j'ai un point d'ancrage où
Alors, hormis le château, le déplacement, aller au Stade de France, l'échauffement, ça reste à la limite du quotidien du sportif de haut niveau. Voilà. Mais en fait, j'ai pris conscience à un certain moment, 12 centimètres. Eh bien, 12 centimètres, c'est quelque chose qui change une vie. 12 centimètres, c'est la largeur d'une ligne de touche. Le traçage qui est autour du terrain, c'est 12 centimètres. 11, 12. Ce qui te permet de ne pas être ou de ne pas appartenir et d'appartenir, au final, ça s'est résumé à 12 centimètres. Que je sois bon après ou pas, dans l'absolu, C'était ça. j'aurais été un joueur, voilà, lambda, qui ait participé. Alors, je dis pas que c'est pas qu'après ça a été bien. C'est 12 centimètres a changé ma vie. Regardez autour de vous ce qui fait 12 centimètres. Ah, c'est même pas la moitié d'un pied. Et donc, au final, on se rend compte que entre appartenir ou ne pas appartenir, bah, ça se résume à pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, et c'est là, en fait, qu'il faut faire ce diagnostic, c'est 12 centimètres. C'est depuis l'âge de 6 ans que je le travaille. De mes 6 ans. Cette trajectoire, ce travail, ces sacrifices, ces échecs, ces réussites se résument à 12 centimètres. Voilà. Bah, moi, j'ai fait ce diagnostic. J'ai même pas fait le diagnostic du match dans sa qualité. Oui. J'ai fait le diagnostic de ces 12 centimètres que ça représente. Bah, ça représente rien. Quand je regarde comme ça représente rien. Bah, j'ai 30 ans, ça fait 26 ans que je travaille. Et la récompense est enfin arrivée, mais comme vous le dites, il a fallu provoquer cette récompense. Et tout à l'heure, j'employais, Steve, le mot de montagne russe, parce que vous le dites, vous avez 30 ans, vous êtes au sommet de votre art. Évidemment, les grosses écuries arrivent sur la table, Rennes, Marseille, Lille, Nice, Paris notamment. Et puis il y a aussi Monaco qui rentre dans la danse. 27 juin 2009, c'est le moment où vous allez justement à Monaco, puisque le transfert est quasiment bouclé, en tout du moins bien dans les tuyaux. Ça tient plus qu'à une chose, c'est cette visite médicale où malheureusement on vous décèle un problème cardiaque. Dans votre autobiographie d'ailleurs qui s'appelle En plein cœur, vous avez déclaré: c'est une évidence, un constat. À chaque moment de bonheur se mêlent inéluctablement des interférences qui ne cesseront jamais de me gâcher l'existence jusqu'à la fin de ma carrière. Vous étiez au sommet de votre art, on l'a dit, et puis finalement tout s'arrête avec ce problème-là. Mentalement, le sportif que vous êtes, vous avez beau vous préparer à plein de choses, vous n'étiez pas préparé à cet arrêt brutal de carrière, c'est pas possible. Alors, forcément, on n'y est pas préparé. J'ai un autre combat, c'est aussi une autre idée, d'autres réflexions, c'est la reconversion des sportifs. Ce qui va m'arriver à Dorian, à ta réflexion. On dit toujours, un sportif de haut niveau doit préparer sa reconversion. Voilà. Moi, je dis pas que je suis contre. Je trouve ça assez difficile, puisqu'on vient de parler tout à l'heure de sportifs de haut niveau, où il doit être focus à 100% sur sa pratique. Il ne doit être habité que par la performance. En quoi on va lui dire, prépare ton arrêt de carrière, ton après-carrière? Je suis désolé, c'est pas un sportif de haut niveau. Il doit penser. Je suis désolé, c'est fondamental. Par contre, pas forcément de la préparer. Alors, de la préparer de façon financière, je dirais, ouais, c'est assez logique. Mais c'est pas le sportif de haut niveau n'est pas exempt de la vie en général. Voilà, il est comme ça, il prépare son avenir. Ok, son avenir financier. Voilà. Mais c'est préparer sa reconversion. Le mec, il est dans son boulot. On lui dit, mais non, il faut déjà que tu prépares ton après. Ah, mais attendez, on va se détendre. Je veux dire, j'ai rien contre un tourneur-fraiseur, un corner-fraiseur, dont j'ai été tourneur-fraiseur. J'ai commencé en BEP là-dedans. Mais ça n'a rien à voir. On demande un impact tellement fort, social, familial, individuel, qu'on ne peut pas préparer l'après. Par contre, et c'est là où je suis plus pas pour le préparer, avoir une éveil, avoir une sensibilité sur l'après-carrière, que ça existe, et voilà. Mais faut pas que ça parasite, parce qu'on parle toujours de mental. Si le mec commence, ou la fille commence à parler de l'après, hop, il va se blesser. Hop, il va être moins performant. Parce que ça rentre pas dans ses objectifs de performance.
Donc moi, je défends ce côté-là. Alors, il y a des organismes, des syndicats qui défendent la reconversion. Non, mais arrêtez, vous vous trompez. Ceux qui commencent à réfléchir à l'après-carrière, c'est ceux qui sont déjà sur le déclin. C'est pas un problème. Mais au lieu de se dire, vous êtes déjà sur le déclin, pensez à l'après, je dirais, vous êtes un petit peu sur la descente, on va tout faire pour vous emmener à un cursus plus haut et votre arrêt de carrière se fera de façon logique ou illogique. Donc, on arrive sur le côté illogique. Le côté illogique, c'est mon arrêt de carrière. Visite médicale, je suis en plein gaz, je suis en train de péter tous les scores. Ça s'arrête. Alors là, je ne suis pas préparé. Mais en fait, ça a pris 5 minutes entre l'arrêt de carrière au cabinet médical à l'hôpital, à l'hôpital Salpêtrière. Ça a pris 5 minutes entre le diagnostic et l'arrêt de carrière et les 5 minutes que j'ai posé la première question à ma femme en lui disant on va habiter où? Le professeur, il m'a regardé, il m'a dit mais comment ça? Ben, je dis non, parce que la première question qui m'intéresse, on est fin juin, début juillet, on a 2 enfants, on habite à Caen, on a notre restaurant à Valenciennes, on a une maison à Caen, on est originaires tous les deux d'Angers. La première question qui me vient à l'idée, c'est il y a une rentrée scolaire dans 1 mois et demi. Donc c'est de savoir où est-ce qu'on va vivre. Alors est-ce que c'était le côté un peu de dédramatiser, Ouais. Peut-être, parce qu'après tout se mêle, mais en tout cas c'était une des premières réflexions que j'avais. Bah là tu te prends, je sais pas, un psychologue, là tout te tombe dessus, donc de toute façon t'es pas préparé, tu sais pas comment ça va se faire, voilà, je pense qu'il n'y a pas de méthode, en tout cas sur l'instant il n'y a pas de méthode. Celui qui me dit bah oui mais ça on aurait pu t'entraîner à non je suis désolé c'est pas possible, je suis désolé c'est pas possible, c'est de faire il y a une situation et en fonction des sensibilités de chacun, en fonction de ton caractère, peut-être que tu développes un fort caractère pendant ta carrière et pendant tes expériences, mais en tout cas une chose est sûre c'est que là tu n'y es pas préparé, tu avances, voilà, tu prends ça en pleine gueule et puis c'est comme ça. C'est quand même dur à subir. Et Steve, vous êtes tellement intéressant que le temps passe trop vite. J'espère qu'on a balayé le plus possible et votre carrière et votre nouvelle vie. Juste avant de vous abandonner, Steve, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les étudiants qui nous regardent, mais aussi au grand public? Parce que, en fait, l'échange, c'est que vous avez toujours été acteur de votre vie de sportif, mais aussi d'entrepreneur, et on le voit encore aujourd'hui. Quel est justement le message que vous aimeriez passer? Le message, je l'ai un petit peu dit. Déjà d'une, il faut toujours croire en soi, voilà, parce que vous êtes la meilleure personne placée pour le savoir. Qui vous connaissent le plus, c'est vous. Donc, croyez en vous. La deuxième chose, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Il faut savoir aussi dédramatiser, prise de recul. Bien sûr que vous allez me mettre une parenthèse en me disant bah oui, mais c'est simple. Bah non, la vie, elle n'est pas simple. Alors pourquoi se la compliquer? C'est un beau message. Merci Steve. Excellente continuation. Et puis comme vous diriez, soyons toujours au taquet, hein, c'est un peu ça. Ouais, j'allais glisser après. Voilà, soyez toujours au taquet. Avancez, prenez du plaisir. Prenez du plaisir parce que la prise de plaisir est essentielle à n'importe quel métier, pratique, sensibilité, relations sociales. Prenez du plaisir, ne faites jamais rien sous contrainte. Merci Steve, merci à vos autres invités, merci à Justine à la réalisation, Nicolas, Philippe et l'ensemble des membres du SCUC. Vous venez de découvrir notre première conférence Envie d'agir en format webinaire. On espère que vous avez été captivés par ces témoignages. Likez, commentez, partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre thématique.